Le 14 février 2024, Marvel dévoile enfin le casting du film le plus attendu depuis bien longtemps, les 4 Fantastiques. Ebon Moss-Backrack, Joseph Quinn, Vanessa Kirby et bien sûr, Pedro Pascal. Mais le studio était sans doute loin de se douter des réactions que cela allait provoquer. Parmi les milliers de critiques, on peut surtout identifier 2 gros groupes. 3 si on compte également les commentaires racistes, mais pour le bien de ma santé mentale et de la vôtre, on va se concentrer sur les 2 groupes principaux. La Pedro fatigue. Pour eux, l'acteur semble être dans toutes les grosses productions du moment et ils en ont un petit peu marre de le voir. Le casting, trop woke. Des héros qui ne font pas assez héros, pas assez charismatiques, pas assez musclés, pas assez jeunes, pas assez virils. Bref, un casting qu'a priori, on ne veut pas voir. Sauf que c'est justement la raison pour laquelle ce casting est aussi parfait que nécessaire. Pour comprendre pourquoi ce casting dérange, il faut revenir au modèle qu'il remet en question. Pendant des décennies, le héros de pop culture, surtout masculin, devait rentrer dans une case bien précise. Une case que les sociologues appellent la man box, la boîte de la virilité. Pour y entrer, il suffit d'obéir à certains principes. Physiquement dominant, musclé, grand, invincible et qui ne manque jamais une occasion d'utiliser la violence. Émotionnellement réprimé, stoïque qui ne montre pas de faiblesse et pour qui la seule émotion acceptable est la colère. Autosuffisant, le loup solitaire qui n'a besoin de personne et qui a toujours le dernier mot. Hétéronormé et séducteur, le prédateur qui enchaîne les conquêtes féminines sans attachement et pour qui la virilité se mesure surtout dans le slip. En somme, la recette du parfait masculin. C'était simple, efficace, mais terriblement réducteur. Le problème, c'est que cette boîte est surtout une prison. Une prison créative d'une part, mais aussi une prison sociale. Le héros classique, parfait, est terriblement prévisible et ennuyeux. Faute de pouvoir ressentir la moindre émotion, le public moderne s'est lassé et n'en ressent pas non plus face à ses aventures. Ce qu'on veut maintenant, c'est des failles, des doutes, des enjeux auxquels s'identifier pour vivre l'histoire. Mais le plus gros problème est social. Face à une exposition permanente aux mêmes préjugés et stéréotypes, les hommes subissent la pression d'un idéal masculin inatteignable et terriblement toxique. Et sortir de cette case, c'est par définition ne plus être un vrai homme. Et donc se retrouver jugé et méprisé par ceux qui s'y trouvent encore. Et cette prison a un coût humain bien réel, qui dépasse largement l'écran de cinéma. Première conséquence, le silence. Dans un monde où l'on apprend aux garçons que pleurer c'est pour les filles et demander de l'aide c'est pour les faibles, la détresse psychologique devient une honte à cacher. En France par exemple, même si les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, le nombre de morts par suicide est lui près de 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Une statistique tragique qui s'explique souvent par la violence des moyens utilisés. Comme si, même dans cet acte de désespoir, l'injonction de la man box à ne pas échouer jouait un rôle fatal. Les chiffres sont sans appel. Les hommes consultent moins, sont moins diagnostiqués pour la dépression, mais meurent beaucoup plus de leur mal-être. Le héros stoïque qui encaisse sans rien dire devient dans la vraie vie un homme qui souffre en silence jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Et quand les émotions ne peuvent pas sortir par la parole, elles trouvent une autre issue. La seule émotion que la manbox autorise, la colère. Le personnage qui ne parle pas mais qui frappe, qui domine au lieu de discuter, ne fait pas que vendre des tickets de cinéma. Il normalise l'idée que la violence est une solution acceptable. Peut-être par défaut, mais une solution quand même. Une façon virile de gérer ses problèmes. Une solution qui dans le monde réel se traduit par des chiffres terrifiants. La grande majorité des auteurs de violences physiques, notamment conjugales, sont des hommes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un système qui apprend aux hommes à transformer leur douleur en domination. Ce modèle du héros parfait est donc en réalité un modèle profondément défaillant. Un modèle qui blesse autant les hommes que ceux qui les entourent. Et c'est précisément face à cette impasse que la pop culture a commencé, timidement, à chercher autre chose. Depuis les années 2000, quelque chose a commencé à changer. Lentement, les héros ont commencé à montrer leurs failles. Pas encore totalement dehors de la manbox, mais moins parfait. Tony Stark, figure de proue du MCU pendant plus de 10 ans, débute en playboy arrogant enchaînant les conquêtes, mais petit à petit s'ouvre à plus d'émotions. Le doute, l'angoisse, la peur. James Bond, le séducteur invétéré, qui sous les traits de Daniel Craig se retrouve blessé, fragilisé, complètement brisé. Ou encore Logan qui nous offre un héros vieillissant, malade, impuissant et fatigué de sa vie de violence.
Mais cette évolution ne plaît pas à tout le monde. Face à des héros plus complexes et moins parfaits, une partie du public se sent trahi. Sur les réseaux sociaux, cette frustration alimente des mouvements masculinistes qui voient dans cette nouvelle représentation une attaque contre l'homme viril. Pour eux, un héros qui doute est un héros faible, woke. Cette crispation montre à quel point le vieux modèle est encore puissant. Et c'est précisément pour ça que le phénomène Pedro Pascal est si important. À première vue, Pedro Pascal coche beaucoup des cases du héros traditionnel. Le regard intense, la carrure, le charisme, les rôles de guerrier ou d'agent fédéral. Mais la clé de son succès se trouve précisément dans la manière dont il déconstruit ce moule. Bien sûr, c'est son rôle d'Oberyn Martell dans Game of Thrones qui va le rendre célèbre. Un personnage flamboyant, vengeur, mais déjà à contre-courant du guerrier monolithique. Mais la vraie transformation arrivera un petit peu plus tard. C'est une autre figure qui va le transformer en icône, celle du père. D'abord, dans Le Mandalorien. Il incarne un chasseur de primes en armure, mais dont tout l'arc narratif est de devenir une figure paternelle, aimante et protectrice. Sa plus grande force n'est pas son fusil ou ses capacités martiales, mais son amour pour Grogu. Le casque et le credo deviennent une métaphore parfaite de la manbox qu'il doit apprendre à remettre en question. Puis vient la consécration avec The Last of Us. Il y joue l'anti-héros par excellence, un homme brisé, traumatisé, défini non pas par ses muscles, mais par son deuil et sa terrifiante vulnérabilité. Sa capacité à aimer à nouveau est le véritable moteur de l'histoire. Mais si cela ne concernait que ses rôles, l'histoire s'arrêterait là. Ce qui rend le cas Pedro Pascal si fascinant, c'est que l'acteur lui-même incarne cette nouvelle masculinité en dehors des écrans. Déjà par son soutien public et inconditionnel à sa sœur transgenre, Lux Pascal. Là où un acteur de l'ancienne école aurait au mieux gardé le silence, Pascal utilise son immense popularité non pas pour en parler avec des mots vagues, mais avec une fierté et un amour totalement assumés. Il ne fait pas qu'accepter, il célèbre. C'est un message radical, la force d'un homme se mesure aussi par sa capacité à aimer et à défendre les siens, sans condition et sans peur du jugement. Ce qui nous amène à ce surnom devenu un phénomène, le daddy d'Internet. Et ce mot daddy est essentiel. On ne l'appelle pas le mâle alpha, le tombeur ou même l'homme d'Internet. Le daddy d'aujourd'hui n'est pas le père autoritaire et distant. C'est une figure qui mêle la maturité, la bienveillance et une forme de séduction qui ne passe pas par la domination mais par la sécurité émotionnelle. C'est l'idée d'une masculinité rassurante, protectrice mais aussi douce et à l'écoute. C'est l'antithèse de l'homme stoïque et inaccessible. Son humour, son autodérision constante, sa facilité à montrer ses émotions, il se présente comme un homme faillible, accessible, humain. Il utilise son statut non pas pour assumer sa domination, mais pour promouvoir l'empathie et la diversité. Et c'est exactement ça la nouvelle masculinité que le public plébiscite, et qu'une frange conservatrice rejette avec tant de véhémence. Ce n'est pas une masculinité faible ou émasculée, c'est une masculinité libérée de l'armure toxique de la performance. Une masculinité qui a le droit d'être complexe, sensible et forte, tout à la fois. Alors revenons aux 4 Fantastiques. Pourquoi ce casting est si bon? Parce que les 4 Fantastiques, c'est avant tout une famille. La première famille de Marvel. Et une famille, c'est désordonné, c'est imparfait, c'est plein d'amour, mais aussi de conflits. Et pour incarner une famille, il faut des acteurs qui respirent l'humanité. Ebon Moss-Backrack, c'est pour beaucoup de monde le cousin. Le chaotique mais qui apprend à gérer ses propres démons. Mais c'est aussi un acteur exceptionnel qui n'a pas hésité à mettre sa carrière en pause et son rêve de gloire de côté pendant des années pour s'occuper de ses filles. Joseph Quinn, c'est la jeunesse fougueuse mais sensible. Un acteur qui parle ouvertement de sentiments, qui se montre vulnérable et qui s'exprime toujours dans des rôles en rupture avec les stéréotypes de la virilité. Vanessa Kirby, loin des stéréotypes de la potiche de service ou la simple petite amie du héros. Elle incarne toujours des personnages féminins puissants et complexes. Elle est ici la scientifique brillante, mais aussi le cœur émotionnel de cette famille. Pas du tout un simple faire-valoir. Et au centre, bien sûr, Pedro Pascal. Le choix parfait pour Reed Richards. Non pas parce qu'il est un héros d'action, mais parce qu'il incarne à la perfection le patriarche faillible. Le scientifique génial, mais socialement maladroit. Le père de famille dévoué, mais parfois distant. Le daddy d'Internet devient littéralement le père de cette famille fantastique. C'est là qu'on doit s'arrêter un petit peu sur la Pedro-fatigue, car il faut bien être honnête, on peut la comprendre. Quand un visage devient aussi omniprésent, la lassitude est une réaction naturelle. Même pour ceux qui apprécient l'acteur et ce qu'il représente. Mais il faut se demander, pourquoi lui? Pourquoi cette saturation? Pourquoi maintenant? La réponse est simple, Hollywood
a besoin de symboles. Quand un nouveau modèle de héros s'avère non seulement viable, mais aussi massivement populaire, l'industrie ne crée pas 10 nouveaux visages du jour au lendemain. Elle s'appuie sur le prototype qui fonctionne. Et aujourd'hui, le prototype du leader charismatique, paternel et sensible, c'est lui. Pedro Pascal n'est pas le problème, il est une part de la solution. Sa saturation est en quelque sorte un mal nécessaire, le symptôme d'une transition. Il est celui qui normalise cette image à grande échelle pour que demain, d'autres acteurs et d'autres histoires puissent explorer ces mêmes nuances sans que cela ne paraisse être une exception. La pédro-fatigue est peut-être le prix à payer pour qu'un nouveau standard s'installe. Et on a désespérément besoin de ce nouveau standard. Pas juste pour avoir des histoires plus riches au cinéma, mais parce que c'est un véritable enjeu de société. Montrer des héros comme eux, c'est donner aux garçons la permission de sortir de la manbox sans se sentir moins homme. Ce n'est pas détruire la masculinité, c'est la libérer. La libérer de l'obligation de performance, de la violence comme seul exutoire, du silence qui tue les hommes comme les femmes. La polémique autour de ce casting n'est donc pas anecdotique. C'est le bruit que fait un vieux monde en train de s'effondrer. Un monde où les héros devaient être des statues de marbre, froides et parfaites. Le futur du héros n'est pas d'être invincible, il est d'être enfin humain. Et ça, c'est une histoire bien plus fantastique à raconter.